Parlons laïcité, une émission proposée et préparée par RERS. RERS, les réseaux d'échange réciproque de savoir. RERS est un groupe d'éducation populaire. Les citoyens et les citoyennes participants et acteurs actifs sont sans distinction d'âge, de conviction politique ou religieuse, ni d'origine culturelle ou sociale. L'objectif est de participer concrètement à la vie de la République, même modestement, dans notre ville et dans notre région. C'est pourquoi chaque mois, nous nous retrouvons pour échanger autour d'un thème qui devrait nous permettre de cultiver et de développer notre liberté de conscience. Nous enregistrons cette émission ce jeudi 2 septembre 2021 et je vous souhaite en tout cas une belle écoute. Le thème de l'émission aujourd'hui, ça va être les enjeux de la liberté de conscience dans les Balkans. Et donc on a la chance d'accueillir Antoine Chicha. Je vais tout de suite laisser la parole à Eliane qui va nous le présenter. Bonjour, je vous présente Antoine, membre du RERS de Sénart à Moissy-Cramayel. Il est étudiant en relations internationales et s'intéresse beaucoup aux Balkans, surtout en ex-Yougoslavie. Pour mémoire, il a entrepris un voyage d'1 an afin de découvrir les différentes régions et s'entretenir directement avec les habitants. Merci Eliane. Donc effectivement, je suis un grand fan justement de cette région de la Yougoslavie qui me fait toujours mal au cœur quand je dis ex, parce qu'effectivement pour moi ça reste effectivement un grand pays uni. Donc oui, je me suis intéressé, je suis parti 1 an. Donc à la base c'était sur un volontariat pour un petit travail administratif, mais j'en ai également profité justement pour voyager dans toute l'ex-Yougoslavie, que ce soit la Serbie, que ce soit le Monténégro, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, la Slovénie, la Macédoine et même la très polémique justement très polémique Kosovo. J'ai également pendant mon master 1 travaillé sur un mémoire justement sur cette Yougoslavie, notamment dans son rôle dans les non-alignés, qui était un mouvement qui voulait être entre le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est, qui voulait la paix. Et justement, là, je vais vous parler justement de la question, notamment des Balkans, des enjeux de la cité, et notamment dans le cadre de la Yougoslavie. Est-ce que tu peux nous en apprendre davantage sur les Balkans ? Eh bien, en fait, on parle à la base d'une région, on va dire, géographique, qui peut être déterminé en fait, qui va être au sud-est de l'Europe, qui va être déterminé au nord, si vous voulez, par la rivière du Danube. Donc le Danube qui va traverser beaucoup de pays, donc notamment la Roumanie, la Bulgarie. Et une autre rivière qui se jette dans le Danube, c'est la Save, qui traverse la Croatie et également la Slovénie. Donc ça, c'est les frontières du nord. Et au sud, on se retrouve les différentes mers de la mer Méditerranée, que ce soit la mer Adriatique, que ce soit la mer Égée, que c'est également la mer Noire. Et l'ensemble des pays qui sont dans cette région le sont soit entièrement, juste dans cette région des Balkans, que ce soit la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, que ce soit la Macédoine, ou la Grèce, ou la Bulgarie. D'autres qui vont être un peu plus partiellement, même s'ils le sont en bonne partie, comme la Croatie ou la Serbie, et d'autres qui ont juste un bout de territoire dans les Balkans, comme la Slovénie ou la Roumanie. Mais politiquement, tous les pays que je vous ai cités font partie de l'espace politique, justement, qu'on définit dans les Balkans. J'en oublie également effectivement un, c'est la Turquie, sachant que la Turquie a un bout de territoire justement en Europe, et notamment avec une grande ville Istanbul, mais elle est plus tout à fait vraiment comprise dans les Balkans, sachant qu'elle a un trop petit bout de territoire et le reste au Moyen-Orient. Et donc, quelle est la particularité des Balkans ? C'est que c'est une région en fait qui est extrêmement diverse, puisqu'elle va abriter déjà une multitude de pays, mais aussi dans ces pays avec une multitude de peuples, avec plusieurs langues, puisqu'on a à la fois des langues slaves, donc l'ex-Yougoslavie et la Bulgarie. On a des langues latines comme le roumain, on a la langue grecque et on a l'albanais. Donc ça fait au moins 2, 3, 4 familles de langues, ce qui est assez grand pour une petite région. De même, c'est une région qui a plusieurs religions. On retrouve notamment les 3 principales qui sont la religion catholique, la religion orthodoxe et l'islam. Et qui dit différents ces religions, justement, c'est aussi une zone
qui est de différentes luttes d'influence, notamment qui a été la terre de plusieurs grands empires. D'influence de grands empires, ça a été notamment au début l'Empire byzantin, qui est issu de l'Empire romain. On a par la suite, on a l'Empire ottoman, donc qui vient de Turquie, mais qui a été aussi rivalisé par l'Empire d'Autriche, puis Autriche-Hongrie, et également les Russes qui veulent justement, qui auraient bien aimé reprendre Constantinople, aujourd'hui Istanbul. De même, parmi ces pays justement des Balkans, certes, chacun ont eu pendant leur histoire une période où ils étaient un empire. Les Serbes ont eu l'empire de Serbie, les Bulgares l'empire de Bulgarie, à un moment la Croatie a eu sa grande Croatie. Chacun a eu son heure de gloire. Et tout cela, en fait, ça a créé plusieurs tensions qui ont découlé dans des guerres. Notamment, je pense notamment au 19e et au 20e siècle, où plusieurs guerres ont été entreprises justement pour se libérer de l'Empire ottoman au départ. Puis après, ces différents États sont après battus entre eux pour des questions d'influence. C'est pour ça qu'à la fin du 19e, début du 20e siècle, on parle des Balkans comme la poudrière de l'Europe. Cette poudrière, elle éclate notamment à la Première Guerre mondiale. Et de là, elle éclatera de nouveau plusieurs fois dans le futur. Quel constat peux-tu faire aujourd'hui au-delà de tout ce que tu as évoqué, qui est fort intéressant? Eh bien, déjà, je compose avant de justement faire un constat, j'aimerais quand même parler également du contexte plus précisément de la Yougoslavie, et notamment de ce qui a pu se passer dans ce pays justement tout au long de son histoire. Comme on dit, la Yougoslavie, c'est un pays, où c'était un pays qui est assez récent, qui est apparu au XXe siècle, puisque par le passé, c'était un territoire qui était soit sous l'Empire d'Autriche, soit sous l'Empire ottoman. Mais ces deux, pour le second, il s'est progressivement délité au XIXe siècle, qui a permis l'indépendance de la Serbie, d'une part, et après la Seconde Guerre mondiale, l'Empire d'Autriche-Hongrie a éclaté, et donc les restes des Slaves du Sud ont rejoint la Serbie pour former justement la Yougoslavie. C'était notamment quelque chose qui était projeté notamment par des intellectuels panslavistes du XIXe siècle. Et parmi eux, ce qui est assez drôle, c'est notamment quand on y pense aujourd'hui, ils étaient en grande partie croates, notamment. C'était à une époque, effectivement, où des romantismes nationaux, où on voulait créer des États-nations. Et les Slaves, les peuples slaves qui étaient sous plusieurs empires, aspiraient justement à avoir leur État. Donc ils y arrivent en 1918, mais aussitôt leur projet réalisé, ils ont déjà des tensions qui commencent à apparaître. Parce que d'un côté, notamment chez les Croates et chez les Slovènes, on a l'idée d'avoir un régime plutôt fédéral, avec justement, avec chacun son autonomie, et chacun s'occupe. Alors qu'à l'inverse, chez les Serbes, on va avoir plutôt tendance à avoir une région centralisée, notamment par eux-mêmes. Alors là, je vous parle des Serbes, de Croates, et on va également parler de Bosniaques. C'est quoi leur principale différence entre eux? La principale, je dirais, c'est la religion. On a les Serbes qui sont orthodoxes, on a les Croates qui sont pour leur grande majorité catholiques, et on a les Bosniaques qui sont les Bosniaques qui sont musulmans. Parce que il faut aussi savoir une chose, c'est que dans cette région, on fait souvent la distinction entre l'ethnie, donc ou la nationalité, et la citoyenneté. C'est pour ça que, par exemple, il existe des termes, il y a serbski pour dire serbe et serbin pour dire serbe ethnique. Pareil, bosanski ou bosnien pour toute ethnie confondue, citoyen de Bosnie, et bosniaque pour spécifiquement justement les musulmans. Donc il y a cette multitude qui essaye dont les débuts de cohabitation sont loin d'être faciles, puisqu'on est dans les années 20, il y a aussi les débuts du communisme, donc il y a des communistes qui gagnent dans les élections municipales, c'est des élections qui sont annulées, donc
des tensions apparaissent. Il y a même un des leaders justement d'un parti autonomiste croate, Stepan Radić, qui est assassiné en plein Parlement en 1928 par justement un de ses collègues qui lui était justement pro-monarchiste. Et de là justement, les tensions vont encore plus se radicaliser puisque le roi de l'époque, Alexandre Ier, à ne pas confondre avec le roi de Macédoine, non. C'est Alexandre de la dynastie des Karađorđević, qui va encore plus justement centraliser le pays, puisqu'il s'appelait au moment de sa création le royaume des Serbes, Croates et Slovènes. Il va l'appeler maintenant royaume de Yougoslavie. Ça va être vraiment sur son autorité, ça va être un État policier. Sauf que ça va pas durer très longtemps puisque dès 1934, il est assassiné à Marseille. De là, par la suite, c'est son cousin, le régent Paul, qui va prendre la suite puisque son fils est trop jeune pour prendre la suite. Et à partir de là, quelques accommodements vont être faits. Par exemple, il va être créé une région autonome de Croatie, une petite Bavonine, et progressivement, on allait plus tendre vers une forme de fédéralisation, sauf que ça ne va pas se passer puisque éclate la Seconde Guerre mondiale. Pendant les toutes premières années du conflit, la Yougoslavie reste neutre, mais en 1941, l'Allemagne lance un ultimatum, c'est soit vous nous laissez traverser le pays et vous rejoignez l'Axe, soit on vous envahit. Le régent dit oui, mais les militaires disent non. Donc le régent est renversé et l'Allemagne décide tout bonnement d'envahir avec les voisins. Et à ce moment-là, la Yougoslavie est complètement morcelée. Chacun se partage le gâteau. L'Italie prend certaines parties du territoire, prend le Monténégro, prend un peu le Kosovo. L'Allemagne annexe le territoire en Slovénie. La Bulgarie prend la Macédoine, etc. Un État indépendant de Croatie est créé. Et je vais m'arrêter justement sur cet État indépendant de Croatie qui comprenait plus ou moins la Croatie actuelle et la Bosnie-Herzégovine et qui était dirigé par un groupe ultranationaliste, fasciste et des collaborationnistes les plus zélés de l'histoire de la Seconde Guerre que sont les Ustashi, qui ont été créés à peu près au même moment où Stepan Radić a été assassiné, c'est-à-dire en 1928. C'est eux qui avaient en partie programmé justement l'assassinat du roi au départ, et là ils sont au pouvoir. Et eux, en plus justement de collaborer extrêmement justement avec les nazis, ils vont avoir leur propre agenda, qui est justement de se débarrasser de tous les Serbes. Soit, c'est leur mot d'ordre, c'est un tiers converti, puisque après tout les Serbes, s'ils se convertissent au catholicisme, ça devient des Croates. Un tiers expulsé et un tiers exterminé. Et ça prend des proportions absolument inhumaines, puisqu'ils vont faire eux-mêmes des camps d'extermination. Ils vont même littéralement faire des camps d'extermination pour des enfants. C'est dire, et même chez les troupes d'occupation sont choqués. Hein. Les Allemands sont gênés, les Italiens sont horrifiés. Pour dire que même les nazis, même les fascistes sont choqués de ce comportement. Et de là va se faire également se créer une résistance. Il va y avoir deux grands mouvements de résistance qui vont apparaître. D'une part, ça va être les Tchétniks, qui sont différents groupes de différentes cellules, etc., de résistance qui sont menés par d'anciens officiers de l'armée yougoslave, principalement en très grande majorité des Serbes, qui sont notamment menés par Draža Mihailović. Ces personnes, elles sont attachées à la monarchie, au roi. Et de l'autre, vous avez les partisans qui, eux, sont communistes, qui ont une expérience de la vie en clandestinité, qui ont évidemment de la vie en cellule, qui s'active dès au moment où l'Allemagne envahit l'URSS, et qui au début va être principalement composé effectivement de Serbes de Bosnie, c'est-à-dire les principales victimes du génocide. Alors on pourrait croire que ces deux factions vont battre ensemble, mais non, elles vont très peu de temps elles vont collaborer, mais très vite elles vont se devenir ennemies,
puisque effectivement elles ont des projets différents. L'un veut rétablir la situation monarchique et l'autre veut établir un État communiste. Et cet antagonisme va aller au point que parmi les Tchétniks, il y en a qui n'est pas très structuré. C'est-à-dire que Draža Milović n'a pas le contrôle sur tous les groupes. Certains, ils vont même faire des alliances avec que ce soit surtout les Italiens, des fois des Allemands et parfois même avec les Oustachis. C'est dire. Alors qu'à la base, ils s'étaient constitués pour les combattre. Ce sont donc les partisans qui vont être les plus crédibles comme résistants, qui vont être soutenus non seulement par l'URSS, mais aussi par les Alliés, qui vont progressivement libérer presque à eux seuls tout le territoire de l'ex-Yougoslavie, et qui vont prendre le pouvoir après 1945. Et leur projet, après une Yougoslavie qui était centralisée autour du roi, là, ils vont justement faire un peu un projet inverse. Ils vont créer déjà une république qui est fédérale et qui est communiste, avec à leur tête justement un leader charismatique qui est justement le maréchal Tito, celui qui est l'équivalent plus ou moins de Gaulle pour les Yougoslaves, peut-être avec plus de polémique que nous, puisque ça restait quand même un dirigeant communiste avec un régime communiste, mais qui est quand même une grande figure d'unification du pays. C'est aussi justement sous son ère en fait, que la Yougoslavie va connaître sa plus grande période de prospérité, puisque c'est malgré des débuts difficiles, puisque très vite Tito est en rupture avec Staline, et du coup il doit se démerder un peu tout seul, puisque effectivement les Occidentaux ils vont pas soutenir des communistes, donc il fait un peu son propre camp qui est les non-alignés, c'est-à-dire ni Moscou ni Washington. Mais au final, il arrive à s'en sortir, il arrive à travailler avec l'URSS et avec l'Occident. Il arrive à développer le pays. Il arrive aussi, et ce n'est pas rien, à faire cohabiter toutes ces différentes, justement, différents peuples qui sont au final très similaires et qui va se baser notamment sur la devise du pays, Bratstvo i jedinstvo, unité et fraternité. Ce qui ressemble très fortement justement à la devise française. Malheureusement, la Yougoslavie, comme je dis, elle a tendance à tenir sur 4 piliers. D'une part, celui le plus simple, le maréchal Tito. Ensuite, on a effectivement le parti communiste qui va avec. On a également la bonne santé économique, puisque le pays, encore une fois, est sorti des cendres et s'est industrialisé, s'est modernisé extrêmement vite, avec une énorme augmentation du niveau de vie. Et une dernière manière, même si c'est un État fédéral, il garde une certaine forme de centralisation, notamment à travers le Parti communiste. Il y a bien des défauts qui sont inhérents aux différents partis communistes dans le monde, c'est-à-dire que ça reste un parti unique, ça reste pour avoir des postes clés, il faut prendre sa carte. Donc, ils ne sont pas noués défauts. Mais ça fonctionne plus ou moins bien. Après, à partir des années 70, ça commence un peu à s'enrayer. Il y a notamment, on est à cette époque, après mai 68, parce qu'eux aussi, ils ont un peu cette période. Et notamment, il y en a qui aspirent justement à plus de libéralisation, notamment plus de décentralisation. C'est pour ça qu'en 1974, on a ce qui s'appelle le printemps croate, qui va permettre à plus de décentralisation du pays. Certes, les différentes manifestations vont être réprimées, pas non plus dans une manière, ça va pas être la pièce Tiananmen, ça va pas être des répressions sanglantes, mais ça va être des répressions quand même. Mais en contrepartie, il va y avoir des gages qui vont être donnés, notamment une constitution de 1974 qui va décentraliser encore plus le pays et qui va libéraliser, pareil, économiquement, le pays. Donc là, on est déjà à un pilier de la centralisation qui commence à tomber. Mais c'est pas grave, puisqu'on a Tito qui est encore l'arbitre. On a encore un parti communiste qui est célèbre, et tout se passe bien économiquement. Sauf qu'en 1980, un drame arrive. Comme on dirait un peu, c'est le début de la fin, Umroje drug Tito. Tito est mort. De là, un des plus gros piliers tombe.
Et comme un malheur ne vient de jamais seul, c'est en 1980 que débute aussi une importante crise économique. Puisque suite à une libéralisation de l'économie, les entreprises qui avaient eu beaucoup plus de liberté par le passé se sont énormément endettées. Ce qui a fait justement dans les années 80 une crise de la dette. C'est au même moment où le FMI commence justement à emprunter de l'argent pour aider justement les différents pays à se sortir de ces crises de la dette. Sauf que quand le FMI prête de l'argent, ça se termine jamais bien pour les pays. Au même moment, le Mexique demande de l'aide au FMI. Pareil, il tombe sur une spirale de la dette infernale. C'est la même chose pour la Yougoslavie, qui doit faire des cures d'austérité en permanence, ce qui n'aide pas à la situation, surtout que les tensions justement ethniques, maintenant que Tito est mort, réapparaissent. On a des différents dirigeants, surtout que le communisme devient de moins en moins populaire, donc les différentes personnalités doivent trouver d'autres choses pour avoir le soutien du peuple. Notamment, ils utilisent le nationalisme serbe, le nationalisme croate, le nationalisme bosniaque, pour s'appuyer. Et on a notamment quelqu'un qui va se distinguer dans les années 80, c'est Slobodan Milosevic. Slobodan Milosevic, il va notamment utiliser la question justement du Kosovo, qui n'était pas un État, une république fédérale au sein de la Yougoslavie, mais une région autonome de Serbie, en Serbie, qui a été fait un peu pour limiter une trop grande importance justement des Serbes, qui sont majoritaires au sein de la Yougoslavie et qui, au moment du royaume de Yougoslavie, étaient surdominants. Il y a aussi également une autre région autonome qui est la Voïvodine. Et mais cette région, justement, pour les Serbes, elle a une énorme importance, puisque c'est là où a eu, dans leur histoire, la bataille de Kosovo-Polier, c'est-à-dire le dernier bastion où les Serbes se sont battus avant de se faire annexer par les Ottomans. C'était là aussi où apparemment seraient nés d'importants monastères serbes. Et justement, Milosevic va jouer avec cette question, va jouer sur le fait de protéger les minorités serbes qui sont sur place, puisque le territoire est à majorité albanaise, pour gagner en popularité. Donc ça marche. En même temps, il tient un discours pour l'unité de la Yougoslavie. Donc même pareil, ceux qui sont pour l'unité de la Yougoslavie sont intéressés vers lui. Mais ça ne fait qu'encore plus augmenter les tensions avec ses voisins. Notamment qui, eux aussi, remontent le discours nationaliste ou autre. Ça va de mal en pis. Puisque, pareil, ils ressortent des vieilles... des terres des différentes charniers ou autres, des reportages justement sur la guerre. Donc pareil, ça ravive les tensions de revoir ces images, surtout que c'était pas non plus très ancien, c'était il y a 40 ans. Donc il y a encore des personnes qui ont vécu ça, qui sont encore vivants, ils ont leurs enfants, leurs petits-enfants. Donc les tensions augmentent de mal en pis. Ensuite, Milosevic va tenter de prendre plus ou moins le contrôle total de la Yougoslavie, notamment justement en jouant sur ces deux autonomies qui ont elles aussi une voix. Chaque république a une voix et ses autonomies aussi. Et donc en prenant le contrôle de ces autonomies, il se dit j'ai 4 voix, les autres républiques ont 4 voix, il me manque plus que la voix du parti pour prendre le contrôle. Sauf que pendant ce congrès, les Slovènes, les délégations slovènes et croates quittent le parti, le congrès est arrêté. On est dans les années 1990, fin des années 89, début 90, le communisme s'effondre. C'était le dernier pilier de la Yougoslavie. Et qu'est-ce qui se passe ? Il va y avoir des élections libres. Et dans ces élections libres, dans la Bosnie, la Croatie, la Slovénie, c'est des partis qui ne sont pas issus du Parti communiste qui remportent les élections et qui veulent l'indépendance. Donc on est dans un décor, là la poudrière est très bien installée et elle va éclater en 91 quand justement la Slovénie puis la Croatie déclarent leur indépendance. La Slovénie, ça va se passer très vite puisque les Serbes n'ont pas de grand intérêt là-bas, il n'y a pas de Serbes en Slovénie,
Milosevic n'a pas envie de s'embêter à tenter une guerre qui perdrait beaucoup de temps, qui lui prendrait trop de temps. Les Slovènes prennent très facilement l'avantage, donc l'indépendance de la Slovénie est vite reconnue. Mais pour la Croatie, c'est une autre histoire. Puisqu'en Croatie, notamment, alors la Croatie, la forme du pays, ça ressemble un peu à un boomerang. Et si vous voyez, dans le creux de ce boomerang, il y a une importante, justement, minorité serbe. Et là, effectivement, pour les Serbes, non, la Croatie, il faut la garder. Notamment toutes les régions qui sont proches de la Serbie, notamment la Slavonie. La Slavonie, c'est le nord du pays. La Dalmatie, c'est la côte. Les Serbes veulent garder cette position. Donc là, une guerre est pleinement enclenchée. C'est une guerre qui est meurtrière, comme toutes les guerres, qui se traduit aussi par le massacre de Vukovar, donc qui est une ville de Slavonie. Et là, c'est qui va aussi changer un peu l'opinion publique internationale, puisqu'à l'époque, effectivement, l'opinion était un peu divisée, internationale. La France était plutôt proche de la Serbie, les Allemands plus proches des Croates, les États-Unis qui regardaient selon leur intérêt. Mais là, on a un acte qui fait perdre la crédibilité d'un des pays, qui est la Serbie. Donc à ce moment-là, l'ensemble des pays vont reconnaître la Croatie comme indépendante, également la Slovénie. Et un cessez-le-feu est plus ou moins mis en place avec des troupes de l'ONU justement dans les zones de la Krajina. Sauf que le cercle vicieux est enclenché. Comme on l'a dit, toutes ces tensions qui avaient été tues justement sous Tito, puisque les moindres nationalistes qui levaient la voix, il était envoyé à Goli Otok. Goli Otok, c'est un mélange entre Alcatraz et le Goulag. Donc mieux valait pas trop l'ouvrir. Sauf que maintenant qu'ils peuvent l'ouvrir, ils le font haut et fort. Et la situation leur permet vraiment de s'exprimer, puisqu'on est dans un chaos total. Et c'est ce qui va passer pareil en Bosnie. En Bosnie, au moment où la République fait un référendum sur son indépendance, déjà les Serbes décident de boycotter. Donc évidemment, déjà il est difficilement légitime. Et quand à la suite des résultats de ce référendum qui est pour l'indépendance, les Serbes décident de déclarer unilatéralement, de leur côté, leur propre indépendance. Puisque vous décidez de déclarer l'indépendance, nous aussi on la déclare. Donc vous avez le pays qui sombre pareil lui aussi dans la guerre civile, sachant qu'il y a 3 principales religions en Bosnie. Vous avez la religion orthodoxe, avec les Serbes, musulmane chez les Bosniaques et catholique avec les Croates. Et tout ce beau monde, c'est ça le pire, c'est que déjà les Yougoslaves en eux-mêmes, ils n'avaient pas forcément énormément de différences. Encore une fois, ils parlent quasiment presque tous la même langue, à l'exception justement des Slovènes et des Macédoniens, qui sont des langues très similaires, mais quand même un peu différentes d'une même langue qu'est le serbo-croate. Mais en plus, au-delà de cette très grande proximité culturelle, c'est encore plus le cas en Bosnie, puisque ils sont voisins. Ils parlent le même dialecte, ils ont les mêmes référentiels. En France, par exemple, on a le fameux débat pain au chocolat, chocolatine, avec le sud-ouest qui dit chocolatine et tout le reste du pays qui dit pain au chocolat. En Yougoslavie, vous avez à peu près le même débat sur une pâtisserie qui est le burek. Pour tout le reste de la Yougoslavie, on peut dire burek à la viande, burek au fromage, burek aux épinards. En Bosnie, que vous soyez serbe, croate ou bosniaque, burek, c'est seulement à la viande. Les autres, ça se dit sirnica, ça se dit plein d'autres choses. Donc pour vous dire, culturellement, ce sont les mêmes personnes. Malheureusement, avec toutes les tensions qui éclatent, ils s'écharpent entre eux. On leur laisse aussi pas le choix, puisque tous les mouvements nationalistes, ils viennent dans les villages, ils disent, ils donnent des armes et disent maintenant vous allez vous battre. La personne elle n'a pas trop le choix, voilà. Au début elle le fait sans grand entrain, sauf que quelques temps plus tard elle apprend que son village a été rasé. Donc là elle commence vraiment à péter les plombs
et elle se met à elle-même à raser village, à tirer sur ses propres voisins. Et si vous voulez, ça m'a fait penser à une scène. Alors, pour ceux qui connaissent Star Wars, dans l'épisode 3, La Revanche des Sith, c'est littéralement exécuter l'ordre 66. C'est des personnes qui étaient amies la veille, qui se mettent à se tirer dessus dès le lendemain. C'est, pour vous dire le niveau de tragédie, c'est très similaire d'ailleurs à ce qui se passe en même temps au Rwanda. C'est dire. Et tout ça, ils sont mêlés par les différents meneurs nationalistes. En Serbie, c'est justement par Milosevic. En Croatie, c'est par Tudjman. Et en Bosnie, par Izetbegovic. Et il n'y en a pas un pour attraper l'autre. On met souvent l'accent, on a souvent mis l'accent justement sur les crimes commis par les Serbes. Effectivement, ce qui est vrai, c'est que comme la Yougoslavie avait une des plus grandes armées, c'est les Serbes qui ont récupéré le plus de matériel, qui ont eu le plus d'occasions pour les commettre, mais il ne faut pas non plus oublier que les autres n'ont pas non plus à être jalousés. Puisqu'on se retrouve avec des troupes comme on retrouve les Oustachis, des Croates qui se disent littéralement Oustachis. On se retrouve avec des milices islamistes qui se forment en Bosnie, et notamment par des personnes étrangères qui viennent faire le djihad en Bosnie, des gens qui ont fait dans les années 80 l'Afghanistan. On retrouve notamment parmi ces personnes un célèbre Oussama Ben Laden, qui n'est déjà plus du tout le petit ami de la CIA qu'on avait pu connaître, puisqu'entre-temps, il y a eu la guerre d'Irak en 91, et ça avait fortement énervé Ben Laden. C'est ce qui va par la suite causer le 11 septembre. Et vous avez ces milices islamistes, vous avez ces milices quasiment néo-nazis, et vous avez dans l'autre des milices qui se disent tchétniques, qui commettent pas mal les plus grandes atrocités. On pense notamment à Sarajevo, l'allée des snipers. Un des généraux serbes, très connu, Mladic, disait bombardez-les jusqu'à ce qu'ils deviennent fous. Pareil, Srebrenica, un territoire qui était sous plus ou moins contrôle de l'ONU, est abandonné, et la ville est laissée pour un massacre et pour l'information, c'était justement qui était un peu en réponse à d'autres massacres précédents. Et tout ça, au final, pour que ça s'arrête en 1995 avec les accords de Dayton, sauf que c'est pas... de toute façon, ça ne peut pas être une fin heureuse, mais c'est pas non plus du tout une fin qui satisfait qui que ce soit. Puisqu'au final, certes, on a une indépendance, on a une Bosnie qui est indépendante, mais qui est coupée en deux. Vous avez d'un côté la République serbe de Bosnie, la Republika Srpska, et de l'autre, une fédération dans la fédération, qui est la fédération de Bosnie-Herzégovine, avec des cantons qui sont soit croates, soit bosniaques, et deux qui sont serbes. Et ce n'est pas fini, puisque 3 ans plus tard, c'est au tour du Kosovo de s'enflammer. On en avait parlé, effectivement, c'était une zone dont les Serbes sont très attachés, parce que raison historique, mais qui aujourd'hui peuplait majoritairement d'Albanais. Et les Albanais, eux, de leur côté, sous la Yougoslavie, ils auraient bien aimé être une république comme tout le monde. Après tout, pourquoi les autres, ils ont eu des républiques et nous, on est juste une autonomie? C'est eux ce qu'ils disent, c'est eux ce qu'ils revendiquent. Donc à l'époque, la Yougoslavie faisait un peu la jeu de la carotte et du bâton. Donc les revendications, pareil, indépendantistes, autonomistes ou autres, se faisaient réprimer. Mais de l'autre côté, on investissait, on ouvrait une université en albanais. Donc c'est là. Sauf que depuis que la Yougoslavie n'existe plus, en tout cas la Yougoslavie de Tito, la Yougoslavie, parce que techniquement, la Yougoslavie existait encore, mais de la Yougoslavie, il ne restait plus que la Serbie et le Monténégro. Mais ça s'appelait encore Yougoslavie. Mais aujourd'hui, cette Serbie-Monténégro, en fait, il n'y a plus de carotte, là, c'est que du bâton. C'est uniquement de la répression. Donc, en réaction, on se fait un mouvement très radical qui est l'Učeka,
qui ont deux grands symboles qui sont un peu Mao et Mahomet. Qui ont un peu comme vision justement l'Albanie d'Enver Hoxha. Donc qui sont extrêmement radicales, qui vont à la fois s'attaquer justement aux Serbes, mais également aux Albanais, aux minorités albanaises modérées. Et de là s'ensuit un conflit avec les Serbes avec les troupes serbes qui n'y vont pas non plus de main morte, donc des exactions sont commises dans les deux camps. Et suite à ça, vous avez une opinion internationale, notamment les États-Unis ou autres, qui ont déjà été traumatisés par la guerre de Bosnie, où ils ont été quasiment en situation d'impuissance. Et là, on a à l'inverse une surréaction, c'est-à-dire que là, cette fois-ci, les États-Unis et les pays d'Europe de l'Ouest disent cette fois-ci, soit vous laissez les troupes de l'OTAN entrer en Serbie et une administration de l'ONU, soit on vous bombarde direct. Sauf que le problème, c'est que Milosevic est extrêmement têtu, donc il refuse. Et d'un autre côté, c'était des choses qui étaient littéralement inacceptables pour les Serbes, puisque c'était littéralement avoir son pays occupé par des armées étrangères. Et en guise de représailles, effectivement, là, les troupes de l'OTAN bombardent la Serbie, mais c'est pas des simples bombardements sur les troupes, comme il y avait pu avoir éventuellement en Bosnie pour mettre fin à 3 ans de conflit. Non, cette fois, c'était littéralement toute la Serbie qui était bombardée, que ce soit au Kosovo, que ce soit au Monténégro, que ce soit en Serbie, et pas simplement des structures militaires. Ça a pu aussi être des fois des structures civiles, ça peut être des ponts, ça peut être aussi utilisé des munitions comme de l'uranium appauvri. Donc une véritable surréaction, surtout que l'OTAN se disait que en quelques jours ça va être réglé, sauf que non. Les Serbes vont tenir plus d'1 mois. Encore une fois, Milosevic était très têtu. Et au bout d'1 mois, ils finissent par céder parce qu'à partir d'un moment, un bombardement continu, ça va bien 2 secondes. Et là, le Kosovo est laissé sous région autonome. Sauf que, on va le voir plus tard, ça va. Sauf ce qui va un peu reprendre un peu les rênes. C'est une administration de l'ONU. D'ailleurs, c'est juste administration. La déclaration de l'ONU ne considère pas le Kosovo comme indépendant à ce moment-là. Donc c'est une gestion de l'ONU, mais en sous-main, qui a un important pouvoir à ce moment-là? Loučeka, qui était pourtant un des plus radicaux, et on va le voir plus tard, va être un des... en fait, la situation va juste s'inverser. Selon toi, quelles seraient les perspectives pour envisager une paix durable et diminuer donc les tensions religieuses, et au-delà, comment reconstituer un tissu harmonieux attenant aux différentes cultures? Pour répondre à ces questions, je dirais déjà également revoir à peu près la situation telle qu'elle est actuellement. Alors je vais faire pays par pays. D'une part justement sur la situation, et après pour les réponses, et après je donnerai notamment des réponses justement sur la question générale. Donc on va prendre par le plus simple la Slovénie. Donc, comme on l'a dit, la Slovénie, elle a eu son indépendance très rapidement. Aussi, elle a réintégré l'Union européenne très vite. C'est un pays qui a été très longtemps dans son histoire industrialisé. C'est un peu comme l'Allemagne des Balkans. C'est la plus prospère, et aussi sur la question justement des religions, puisque c'est un pays, on va dire, le plus séculier de l'ex-Yougoslavie, même si on ne peut pas comparer ça encore une fois à la France. Mais quand même, c'est-à-dire qu'on a une séparation de l'Église et de l'État, même si l'État peut également éventuellement financer des constructions d'édifices religieux. Mais pareil, il y a également un concordat avec l'Église, mais c'est pas comme chez nous un concordat à Salzmodel. Non, c'est juste en gros pour dire la Slovénie a de bonnes relations avec le Vatican, et on conçoit la séparation de l'Église et de l'État, sans plus. Et aussi, petite anecdote, ce qui est assez drôle, c'est que le parti anticlérical en Slovénie, c'est un parti qui est classé à droite, parfois extrême droite, mais qui, dans certains trucs, est de gauche. Mais c'est assez drôle de voir qu'effectivement, là-bas, c'est la droite. Un parti de droite, le reste de la droite est sans doute plus religieux que la gauche.
Et pareil dans les autres pays, oui, c'est la droite généralement qui est plus religieuse que la gauche. Notamment, je veux dire par exemple en Croatie, où on a un pays, notamment depuis la fin de la Yougoslavie, qui est de nouveau extrêmement très catholique, de surcroît très conservateur, puisque le droit qui était apparu justement à l'époque yougoslave est remis en cause après une décision de la Cour constitutionnelle qui va considérer cette loi yougoslave comme dépassée. Et pareil, c'est pour ça qu'en 2003, par exemple, ils ont fait un droit d'objection pour les pratiques de l'avortement, et qui est pratiqué par près de 60% des médecins, je veux dire des médecins croates. Donc, même si encore aujourd'hui, l'avortement en Croatie est autorisé et encore pour je ne sais encore combien de temps, en pratique, c'est très limité. C'est la même chose d'ailleurs qu'on peut voir aux États-Unis, où même si c'est dans la loi, c'est permis, dans la pratique, c'est bien plus compliqué. De la même manière, il y a une résurgence justement de néo-nazis, des Oustachis, ce qui est aussi effectivement très inquiétant, puisque même si encore une fois c'est un phénomène minoritaire, ils n'ont pas de parti au Parlement. Au Parlement, il peut y avoir des partis qui peuvent être sympathisants de ces Oustachis, mais bon, en eux-mêmes, ils ne sont pas au Parlement ou au pouvoir. Mais ça reste très inquiétant. Ajouté à cela, effectivement, la Croatie est également dans l'Union européenne. Elle n'est pas dans Schengen ou dans l'euro. Donc elle est un peu dans cette ambivalence. Elle est en train de s'intégrer à l'Union européenne. Mais elle a quand même, pour un pays de l'UE, des signes inquiétants de résurgence du fascisme. La Bosnie, un des scénarios les plus tristes, effectivement, c'est qu'elle s'est toujours pas remise de cette guerre des Balkans. Même si, la guerre a été arrêtée, et même si plusieurs criminels de guerre ont été arrêtés dans les années 2000, il y en a plusieurs qui, dès la fin des conflits, qui sont restés au pouvoir dans les différentes institutions. Ça faisait partie, effectivement, du deal des accords de Dayton. Notamment Karadzic, qui a été jugé dans les années 2000 et 2010 pour crimes de guerre, et dans les années 90, il était toujours à la tête de la Republika Srpska. Pareil pour Mladic. Pareil, alors pour moins connu, c'était pour les Croates, c'est Praljak. Lui, il avait notamment détruit le pont de Mostar, qui était une ville de Bosnie. Et de même, la société est extrêmement divisée. Encore une fois, de plusieurs entités, 2 entités fédérales, les villages qui se sont séparés, des nettoyages ethniques. Cette séparation se fait même jusque dans les écoles, puisque justement les Bosniaques vont, notamment dans la fédération de Bosnie-Herzégovine, où des fois c'est mélangé, justement, des fois c'est pas des villes 100% bosniaques ou des villes 100% croates, donc des fois il y a des deux, mais du coup il y a une école pour les Croates, une école pour les Bosniaques. Des fois, quand il n'y a pas la place, c'est dans la même école, mais dans des classes différentes. On a une ségrégation qui va jusque dans le domaine scolaire. Et en même temps, on a un pays qui fait face à beaucoup de corruption, un pays qui a vraiment du mal à se développer et qui a du mal à s'intégrer dans quelconque espace. Donc c'est assez triste. Surtout aussi, pareil, pour la question religieuse. On avait de base, effectivement, les Serbes et les Croates, donc orthodoxes catholiques, qui étaient assez pratiquants. Mais à l'inverse, on avait une pratique de l'islam en Bosnie qui était très libérale, qui était très développée. À l'époque de la Yougoslavie, vous aviez des groupes de hard rock qui étaient pourtant composés de personnes musulmanes. Pourtant, le hard rock, c'est pas ce qu'il y a plus de... Ce qu'il y a de plus religieux. Pareil, pas mal buvaient de l'alcool, parce que même si c'est des musulmans, ça reste des slaves. Désolé pour le petit préjugé. Et pareil, c'était une mission tolérante. Sauf que depuis les guerres de Yougoslavie, vous avez d'une part, effectivement, ces sentiments de haine, ces sentiments de radicalisation sur cette guerre, mais aussi qui est également lié aux investissements des pétromonarchies, qui est aussi lié justement aux différents djihadistes qui sont restés vivre dans ce pays et qui ont fait des enfants. Et aussi un peu plus récemment de la Turquie depuis Erdogan.
qui a aussi beaucoup de liens puisque ça faisait partie de l'Empire ottoman. Et pour ce qui est de la Serbie, et je vais notamment parler du cas justement du Kosovo, c'est que les Serbes, ils ont encore en travers de la gorge les bombardements de l'OTAN. Et en 2008, l'indépendance de facto du Kosovo. D'autant plus que justement, aujourd'hui, ce territoire qui revendique, la situation n'est guère mieux qu'avant 99. Avant, c'était les Serbes qui réprimaient justement les Albanais. Aujourd'hui, c'est les Albanais qui vont réprimer la minorité serbe. Et notamment, vous avez des monastères orthodoxes qui vont être incendiés. Vous avez des populations... parce que minorités serbes qui vont être agressées chez eux, parce que c'est encore une fois, c'est des petits îlots de villages, à part le nord du Kosovo, qui avec justement la minorité serbe est en lien avec le reste de la Serbie, ça peut mieux passer. Mais tout le reste, c'est des îlots isolés. Donc c'est très difficile pour eux. Et le pire, c'est que c'est censé être sous nos yeux, c'est-à-dire sous la protection de l'ONU, également en partie de l'OTAN. Donc il y a également cette part responsabilité d'avoir plus ou moins laissé faire ces genres d'exactions. Et à la fois la Serbie et les autorités locales du Kosovo cherchent plus ou moins à se résoudre, sans vraiment le vouloir, parce que ça amènerait à un accord qui ne satisferait personne, ou bien une victoire totale d'un des deux camps. Donc pour l'instant, le statu quo, même si personne ne l'apprécie, est préféré par les deux parties. Alors j'aimerais également parler d'un pays qu'on a très peu mentionné, c'est le Monténégro. Alors le Monténégro, il a une longue histoire, parce qu'il a toujours su garder une indépendance relative vis-à-vis des grands empires, jusqu'à la Yougoslavie. Même à l'époque où l'Empire ottoman a régné en maître, le Monténégro, qui est composé de montagnes, comme son nom l'indique, Monténégro, ça veut dire les monts noirs, Crna Gora. Il a toujours gardé un peu cette autonomie qui lui a donné cette existence. Mais en termes de population, en fait, ils sont orthodoxes et ils parlent serbo-croate. Donc de fait, ils sont extrêmement assimilés aux Serbes. Et pareil, une bonne partie de la population au Monténégro se considère comme serbe. Sauf que depuis le début des années 90, le pays est dirigé par la même personne. C'est peut-être la personne le dirigeant qui a la plus longue longévité en Europe, qui s'appelle Milo Djukanovic. Alors c'est quelqu'un qui est très opportuniste, puisqu'à la base, il était dans le même camp que Milosevic. Il était notamment sur les questions du Kosovo, sur les questions de Bosnie. Mais dès le moment, après que la Serbie se soit fait bombarder, après le moment où Milosevic a été détrôné, il a tout de suite changé de camp. Il s'est tout de suite rapproché justement de l'Europe, de l'Ouest, des États-Unis, qui lui ont bien rendu, puisque effectivement, dans nos médias, on parle souvent justement de dirigeants qui sont au pouvoir depuis longtemps, comme des dictateurs, etc. On parle de Poutine, de Loukachenko, de nos dirigeants. Par contre, bizarrement, de Djukanovic, on n'en entend jamais parler. Et pourtant, il y a matière, puisque c'est un dirigeant qui a aussi pas mal de liens justement avec la corruption, qui est avec la mafia, et qui a un peu surexagéré justement le séparatisme monténégrin. Puisque effectivement, en 2006, il a amené un référendum sur l'indépendance du Monténégro. Et plus récemment, notamment en 2020, donc c'est très très récent, il a cherché à prendre les biens de l'Église serbe, puisque il faut aussi savoir une chose, c'est que l'Église orthodoxe, elle est organisée de façon très décentralisée. Et donc les Russes ont l'Église orthodoxe russe, l'Église orthodoxe grecque, sauf que certains territoires en fait sont rattachés à l'Église d'un autre pays. Par exemple, les Ukrainiens et les Biélorusses, c'est l'Église orthodoxe russe, et au Monténégro, elle est rattachée à l'Église orthodoxe serbe. Donc Djukanovic, ce qu'il a voulu faire, c'est déjà créer une église autocéphale orthodoxe, donc monténégrine. Et de l'autre côté, prendre ses biens à l'église serbe, sauf que ça s'ajoute à des tensions, justement.
Et du coup, vous avez justement les religieux qui ont protesté, et ce qui a créé une vague de manifestations, justement, de peur, justement, pour que les Serbes avaient peur de se faire retirer, et qui a amené, justement, pour une première fois dans le pays, à une cohabitation, puisque l'opposition gagne les élections législatives. C'est une opposition qui est assez divisée, qui est morcelée, mais qui est aujourd'hui qui a le gouvernement, même si Djukanovic reste président. Donc on a cette tension. On voit aussi que c'est vrai qu'on pourrait croire qu'effectivement ce que fait Djukanovic, ça serait par des actes de laïcité, mais non. C'est pas comme en France avec la loi de 1905, etc., où on a pu prendre des biens de l'Église justement au nom de cette liberté de conscience, au nom de cette pareil de laïcité. Là, c'est purement des affaires justement mafieuses. C'est de voir aussi justement ce contexte. Et enfin, on a la Macédoine. Alors la Macédoine, il n'y a pas grand-chose à dire, puisque pareil, elle a également une minorité albanaise qui est d'ailleurs encore plus importante que la Serbie. Elle a échappé au conflit des guerres des Balkans. Dans toutes les guerres de Balkans, je crois qu'il y a que, je peux me tromper, mais un seul Macédonien qui est mort. Mais en 2001, il va y avoir un conflit avec la minorité albanaise, notamment au niveau de Tetovo, qui est à peu près au nord-est de la Macédoine. Sauf que cette fois-ci, le conflit, ça va durer très peu de temps et va se résoudre avec des accords qui vont donner des droits à cette minorité albanaise. Donc, et mis à part ça, effectivement, ils sont du coup eux orthodoxes, les Macédoniens, et les Albanais sont à la fois majoritairement musulmans et aussi en partie chrétiens. Maintenant, sur que faire justement, quelle perspective pour changer justement ces situations ou atténuer. En Slovénie, je dirais qu'il n'y a pas... J'ai pas beaucoup d'idées, si c'est justement soutenir le processus de sécularisation. Pour ce qui est de la Croatie, c'est de limiter le plus possible cette réémergence des Oustachis, et aussi, je pense aussi rappeler un devoir de mémoire, parce que pareil, les Croates ont tendance des fois un peu à oublier justement les massacres qui ont été commis par ces Oustachis. Encore une fois, les camps d'Jasenovac, les morts de plusieurs Serbes, de Tziganes, de Juifs. Donc tout ça est justement à rappeler. Un des pays où je pense qu'il y a le plus d'efforts à faire, c'est la Bosnie-Herzégovine, où il faut, je pense, travailler à la réconciliation et à la fin des divisions, notamment, je pense, sur la question scolaire. Je pense qu'un des gros travaux, ce serait justement de permettre déjà aux enfants, aux préados et aux adolescents, justement, d'étudier dans les mêmes classes. Et pareil, aux adultes de se voir justement encore ensemble. Surtout qu'encore une fois, ils partagent véritablement la même culture. En ce qui concerne la Serbie, je dirais que ça va être, et sur la question du Kosovo, je pense que ça va être très difficile, par exemple, de demander aux Serbes du Kosovo de demander à être moins religieux ou de diminuer l'influence de l'Église, parce que littéralement, l'Église orthodoxe, c'est tout ce qui reste aux Serbes sur place. Donc vous leur enlevez ça, vous leur enlevez tout ce qui leur reste, ce qui, pour eux, ce qui n'est pas acceptable. Donc c'est très compliqué. Et de l'autre côté, il y a malgré tout quelque chose à faire, c'est effectivement aussi limiter justement l'augmentation de l'islamisme, pareil justement au Kosovo, puisque malgré tout, en part de population, le Kosovo a fourni une grande partie de volontaires pour Daesh. Donc oui, il y a aussi ces enjeux-là. Ces enjeux qui est de prévenir la radicalisation. Mais pour ça, il faudrait également limiter les interférences justement saoudiennes ou turques. Pour ce qui est du Monténégro, tant que Djukanovic et la corruption resteront au pouvoir, la religion sera utilisée à des fins politiques, que ce soit par le camp de Djukanovic ou par le camp des Serbes. Et pour la Macédoine, pas grand-chose, si ce n'est qu'elle a aujourd'hui réussi à obtenir son titre de Macédoine du Nord,
même si les Albanais vont appeler ça l'Albanie de l'Est, les Bulgares vont appeler ça la Bulgarie occidentale, les Macédoniens, les Grecs vont appeler ça tout simplement Skopje, puisque pour eux, même si le gouvernement a accepté le titre de Macédoine du Nord, les Grecs n'acceptent toujours pas justement ce titre. Et voilà, mais sinon, justement, sur la question des religions, normalement, il n'y a pas de grande question. Et enfin, sur des termes plus généraux, justement pour l'ensemble de cette région, je dirais qu'une des choses qui pourrait être développée, qui pourrait transcender justement ces différentes divisions nationalistes, c'est ironiquement en soi une forme de nationalisme quand même différent, qui est justement l'identité yougoslave. Puisqu'encore une fois, ces personnes parlent la même langue. Ces personnes, on le voit, au-delà de la religion, sont très similaires. Et je m'adresse, alors j'aime pas du tout justement faire pour les questions de communautarisme ou autre, mais là je m'adresse, je pense aussi aux diasporas, puisque de nombreuses populations justement d'ex-Yougoslavie ont immigré à l'étranger, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Et je pense qu'aussi cette diaspora a également un rôle à jouer pour l'ex-Yougoslavie, notamment si elle cherchait justement peut-être éventuellement à investir. Je pense notamment en Bosnie-Herzégovine, et je pense à investir ensemble, l'ensemble des diasporas, que ce soit les diasporas serbes, croates ou autres, à travailler ensemble justement pour ces mêmes projets. Et même nous-mêmes, justement, discuter avec les différentes diasporas. Je pense parce qu'il y a des endroits justement en France où on a accueilli justement ces réfugiés. Je pense justement en Alsace, à Strasbourg, on a accueilli des réfugiés bosniaques, serbes, pareil à Paris. Donc pareil, qu'on puisse amener à ces différentes discussions. Et enfin, une petite dernière remarque, sur ce qui concerne l'Union européenne, personnellement, je ne suis pas forcément très confiant pour qu'elle puisse aider à quelque chose, sachant qu'elle a été incapable d'aider pour les années 90. Elle essaye d'investir, elle essaye d'aider à réconcilier en Bosnie et au Kosovo, mais on voit que c'est pas forcément l'intégration de la Serbie ou de la Bosnie qui va dans l'Union européenne qui va, je pense, mettre fin aux tensions, mais c'est vraiment des enjeux locaux et justement entre les pays vraiment eux-mêmes. Je dirais qu'il y a quand même un petit espoir aussi, c'est que en ce moment il y a une discussion justement entre la Serbie, le Monténégro et l'Albanie pour créer justement un mini Schengen, une mini zone justement de discussion, de zone sans frontières, et ça peut être pour moi une brèche, une petite ouverture vers d'éventuels justement retour à une entente cordiale. Parlons laïcité, le débat. Merci beaucoup pour cette brillante intervention. Puis donc, je vais passer le micro au public pour les questions. Donc, n'hésitez pas si vous en avez. Voilà, on peut tous se permettre d'en poser. Voilà. Peut-être une première question sur justement cette question de liberté de conscience. On voit que c'est pas gagné. C'est le moins qu'on puisse dire. Et même s'il y a des petits endroits où il y a une petite liberté gagnée dans le sens séparation des églises et États, on voit qu'elle n'est pas complète. Et elle est loin d'être complète puisqu'il y a encore financement des édifices religieux par les États et autres. Donc, je crois que c'est intéressant de voir cette question par le sécularisme qui était posé, mais le sécularisme, c'est pas la laïcité. Est-ce qu'on peut avoir une définition déjà du mot sécularisme ? Ah oui, tout à fait. Effectivement, le sécularisme qui est, lui, justement, de son côté, qui est justement, je vais me dire si je peux me tromper, mais qui est pour moi un peu cette définition qui est de limiter d'une part l'influence du religieux, mais qui est aussi éventuellement de le séparer du politique. Mais c'est vrai que la laïcité, c'est vrai que c'est vraiment ça la spécificité justement de la France. C'est vraiment une spécificité française. On a cette spécificité de séparation de l'Église et de l'État, que ce soit déjà sur le champ institutionnel, que ce soit sur le champ aussi politique. C'est vrai que
même s'il en arrive maintenant à certains à réutiliser le discours religieux, qui est quand même séparé, qui est pareil sur la question du financement, puisqu'on ne finance pas les cultes. Et je pense aussi c'est sur cette question qui est aussi importante. Et pareil sur le contrôle justement des religions, l'État ne contrôle pas l'organisation des cultes, chose qui est justement différente dans des États qui se disent séculiers. Je pense notamment à la Turquie qui dans ce point est aussi très très séculière, qui a longtemps depuis Mustafa Kemal diminué l'influence de la religion, mais qui justement a maintenu un certain contrôle sur justement sur le culte, notamment à l'étranger. Et on le voit aujourd'hui, puisque maintenant, quand Erdogan a pris la tête, il n'a pas changé ça en termes de loi, il a juste changé justement le fonctionnement ou la politique. Mais la loi en elle-même lui permettait déjà d'utiliser justement de financer des mosquées, que ce soit à l'étranger ou en Turquie, par exemple. Donc oui, il y a ce contrôle. Et en Yougoslavie, pareil. En Yougoslavie, ce n'était pas un État purement, comme je dis à l'époque de Tito, laïque, c'était un État séculier, donc où l'État pouvait des fois financer des cultes, mais qui de l'autre côté pouvait être justement très intransigeant, qui pouvait limiter, par exemple sur la question du voile, à la sortie de la guerre. Ça a notamment été mené justement par les partisanes de Bosnie, justement la limitation pour retirer, qui ont encouragé à retirer justement le voile, qui s'est aussi justement, on était dans un régime communiste qui s'est parfois effectivement fait de manière plus invective. Et voilà. Mais j'ai un témoignage. En tout cas, c'était très intéressant. C'est vrai, c'était très intéressant. J'ai un peu la tête pleine. C'est parce que je n'ai pas l'habitude d'assister à des conférences comme ça. Mais il y a 20 ans, dans les années 80 quand même, il y a plus que 20 ans, j'avais des amis qui étaient d'Albanie et lui, il était musulman et elle était catholique. C'était un couple qui fonctionnait bien. Et lui, un jour, il m'a raconté, il m'a dit, oui, mes parents, j'aurais voulu qu'ils viennent en France, on aurait pu se débrouiller. Et avec mes frères, on leur a acheté une maison là-bas, on leur a fait construire, ou ils ont même construit eux-mêmes. Et il m'a dit, mais comme il y a eu de ce que tu parlais, ils ont dû aller les reconnaître, on leur a tiré dans la nuque une balle à l'un et à l'autre, voilà. Les parents, à lui, c'était des musulmans, mais c'est affreux, cette idée de chrétiens et de musulmans, ça ressemble à rien. Alors, petite précision, pour ce qui est de l'Albanie, c'est vrai qu'on a aussi peu parlé, mais c'est vrai que l'Albanie aussi, elle a eu son histoire assez particulière, puisque pareil, à la sortie de la guerre, ça a été un régime communiste. Alors, sous aussi un certain Enver Hoxha qui lui aussi n'était pas, sauf au début il est aligné à Staline, mais quand Staline est mort, il s'est aligné à Mao. Puis il s'est un peu détaché de Mao et c'était un pays à ce moment très renfermé, des bunkers partout. Et Hoxha se disait effectivement l'homme le plus athée du monde. Et donc, ce qui fait qu'à la sortie du communisme, l'Albanie, elle a été justement au final maintenant très sécularisée. Mais ce qui fait aussi qu'ironiquement, elle a pareil, un fonctionnement, faut que je vérifie, mais des institutions qui restent aussi très proches aussi de justement de cette laïcité, parce que ce qui prévaut, encore une fois, chez les Albanais, c'est pas tant la religion que chez eux que le nationalisme. Quand j'étais allé au Kosovo, alors j'étais allé dans un monastère orthodoxe pour justement aider à ce qu'ils appellent une fête, une slava, c'est comme une sorte de second anniversaire. Et entre-temps, j'avais visité le musée à Pristina. Qu'est-ce que vous voyez devant le musée du Kosovo? Vous avez la tête de Mère Teresa. Pourtant, voilà, on se dit, les Kosovars musulmans, mais non, là, c'est la dame qui a vu, parce que Mère Teresa, elle était albanaise. Oui, et parce que oui aussi, les Albanais, ils ont
près de 20 à 30% de la population qui est d'origine chrétienne, une partie qui est catholique, une partie qui est orthodoxe. Et chez eux, ben justement, on le voit, quand il n'y a pas de... Quand justement c'est le... Quand la religion n'est pas forcément trop mise en avant, ben en fait, ils s'en fichent un peu plus de cette division religieuse. C'est eux, c'est leur nation qui prime. Alors, c'est pas aussi sans poser des problèmes, hein, encore une fois. Les Albanais, on a vu sur la question du Kosovo. Il y a aussi justement la question de la Grande Albanie. Pareil, encore une fois, beaucoup de ces États sont irrédentistes, que ce soit la Serbie, la Bulgarie, la Grèce, la Croatie. Chacun veut s'emplir avec ses grandes frontières. Les Albanais n'échappent pas à cette règle. Ils aimeraient bien annexer également le Kosovo. Les Albanais du Kosovo aimeraient bien rejoindre l'Albanie. Donc ça, c'est une question qui est avant tout nationale, même s'il y a aussi justement la question du radicalisme musulman, surtout qu'au Kosovo, les Albanais sur place sont quasiment tous musulmans. On voit aussi, par rapport à l'ex-Yougoslavie, donc un Tito qui était un des piliers, comme il a été dit. Alors c'est très intéressant parce qu'on voyait qu'il finançait quand même des cultes dans cette approche, alors que pourtant le bloc de l'Est et l'URSS étaient complètement athées dans cette approche. Donc ce n'est pas non plus de la laïcité, puisque l'athéisme, c'est dire qu'il n'y a pas de divinité. La laïcité, rappelons, c'est la liberté de conscience. On est libre de croire ou ne pas croire ce qu'on veut. Et comment ces interactions fonctionnaient entre cette Yougoslavie, où on avait un Tito finalement qui était pas que dans l'athéisme non plus, et le reste de l'URSS? Ben, comme on dit, l'URSS et Tito ont rompu en 1948 parce que à l'époque, il faut savoir, Tito était presque plus royaliste que le roi. Il était plus communiste que Staline. Sauf que Staline, ce qu'il arrangeait, c'était pas des gens zélés, c'était des gens qui lui soient fidèles. Et c'était surtout pas de concurrence. C'est pour ça que dans les années 48, il a très vite fait exécuter sur place, que ce soit en Bulgarie, en Pologne ou en Tchécoslovaquie, des personnalités communistes qui seraient un peu trop fortes. Et ben, ça pouvait être aussi le cas de Tito. Sauf que Tito, ben, contrairement aux autres pays que j'ai cités, lui, il a tenu. Il s'est pas fait renverser. Les partisans de Staline en Yougoslavie, il les a envoyés à Goli Otok. Alors c'était très dur, hein, parce que, encore une fois, l'URSS était le grand frère. Sauf que là, c'est la rupture. Bon, ils font leur propre chemin, ils réinventent leur fonction du communisme, ils inventent eux-mêmes un peu les concepts de titisme. De l'autre côté, l'URSS purge pour tout le monde pour question de titisme. Alors même, par exemple, il y a un certain Kostov qui a été exécuté en Bulgarie par titisme, alors que cette personne détestait Tito. C'est comme les accusations de trotskisme, c'était des formes de fausses accusations. Mais malgré tout ça, Tito a survécu. Il y a même une légende qui veut que Tito a envoyé une lettre à Staline qui lui dit arrête d'envoyer des gens me tuer, ça fait la 5e personne que j'arrête. Si tu continues, je vais envoyer quelqu'un à Moscou et j'aurai pas besoin d'envoyer quelqu'un d'autre. Et ce fait, la Yougoslavie a tenu. Et à la mort de Staline, les relations se sont réchauffées. Donc avec Khrouchtchev, ils ont un peu enterré la hache de guerre, donc ils ont remené des bonnes relations, mais malgré tout distantes. Donc la Yougoslavie faisait du commerce avec l'URSS. Il y avait aussi de l'échange culturel parce que la Yougoslavie restait aussi un pays communiste. Mais sans plus, ils n'étaient pas aliénés à Moscou. J'aimerais également aussi un peu repréciser sur le fonctionnement justement des religions justement en Yougoslavie. Donc oui, l'État a financé un peu les religions, mais aussi il les parquait. Ce que me disait un ami d'origine yougoslave, c'est que c'est Tito qui a permis en fait à dire même si on vous finance, vous restez un peu dans vos églises, vous faites pas chier en politique, et puis voilà. Mais vous restez tranquille. Et aussi, pourquoi des fois ils finançaient pour aussi, il y a certaines questions de financement. Par exemple, j'avais parlé un peu tout à l'heure des différentes nationalités par rapport aux citoyennetés. Vous aviez les nationalités serbes, croates, albanaises, bulgares ou autres. Et en fait, la nationalité bosniaque ou musulmane, oui, parce que le nom
de la nationalité, c'était musulman. À l'époque de la Yougoslavie, on appelait ça musulman. Eh bien, ça a été rajouté dans les années 70, justement, suite à des accords, justement, à l'époque avec avec les pays pétroliers, comme l'Arabie Saoudite, on échange un peu d'argent. Parce que oui, la Yougoslavie est un pays communiste, la Yougoslavie était un pays séculier, mais qui avait aussi besoin d'intérêt, qui avait besoin de financement. Et donc, sur ce plan-là, justement, elle avait joué de ses bonnes relations. Surtout qu'encore une fois, elle nouait de grandes amitiés avec les pays arabes, notamment à l'époque avec Nasser, avec plus tard peut-être Sadat, avec la Syrie, avec aussi un peu les pays pétroliers. Et d'où c'est un peu cette forme d'ambiguïté, mais qui au final, qui dans la société, encore une fois, le résultat au final, c'est qu'on avait une société quand même beaucoup plus sécularisée que à l'époque précédente et que par la suite. je tutoie facilement. Est-ce que tu as grandi dans un de ces pays ou est-ce que tout simplement tu t'es intéressé à ça et ça fait partie de tes études? Alors, je me suis initialement, l'intérêt est venu avant la vie. Comme j'ai dit, alors ça a commencé tout petit. Je devais être gamin, je devais avoir 10 ans. Je recherchais un équivalent en fait horizontal du drapeau français. Et il s'agissait de la Yougoslavie. Donc voilà, c'est de là en puis a progressivement grandi cet intérêt. Jusqu'au jour où je me suis dit j'ai quand même envie de voir comment c'est juste pays, même si la Yougoslavie n'existe plus. Et donc je suis parti un an sur place entre 2018 et 2019. Donc là-bas j'ai été essentiellement en Voïvodine, donc à Novi Sad, dans le nord de la Serbie, où j'ai fait un travail administratif. Et pendant les vacances j'en ai profité, je suis allé justement en Bosnie-Herzégovine, au Monténégro, au Kosovo ou autre. J'ai pu un peu discuter avec les gens sur place. Alors, oui, il y en avait pas mal parmi eux, justement, qui regrettaient justement cette Yougoslavie. Je pense beaucoup, notamment, ceux les plus nostalgiques, c'est en Serbie et en Bosnie-Herzégovine. En Bosnie, on peut les comprendre, puisque c'était à cette époque où leur territoire fonctionnait le mieux. D'autres sont un peu plus choqués, n'ont pas forcément des bons souvenirs, puisque quand j'étais en Croatie, j'avais parlé à une personne, on le dit, on l'avait mis une arme entre les mains et va défendre la Croatie contre les Tchétniks. Et ce qui est triste, c'est que à ce moment-là, on était encore dans les débuts, la Yougoslavie était en cours d'effondrement, mais les drapeaux existaient encore. Par exemple, quand cette personne a dû se battre contre des nationalistes serbes, il y avait encore le drapeau de la Yougoslavie avec l'étoile rouge. Donc maintenant, cette personne, malheureusement, ce symbole, ce drapeau qui était le symbole justement de l'unité, de la fraternité, de la paix entre les peuples, cette personne, elle l'a vu comme un drapeau de personnes qui sont venues pour le tuer. C'est vraiment triste de voir que, et notamment c'est un problème ça en Croatie. En Serbie moins, peut-être en Bosnie peut-être, mais d'où aussi l'importance justement de l'éducation, de rappeler que non, c'est pas un drapeau qui, certes, encore une fois, les partisans, c'est pas non plus détendre. Tout le monde a fait des crimes de guerre justement pendant la Seconde Guerre mondiale, les partisans aussi, tout comme les Alliés, tout comme les Soviétiques, tout comme tout le monde. Mais bon, encore une fois, si on compare ça aux néo-nazis, aux nazis Ostachi, aux Tchétniks qui ont aussi fait du nettoyage ethnique, c'est extrêmement moindre et ils ont permis justement cette prospérité, malgré tout. Donc c'est ça aussi, je pense, à discuter. Je pense aussi, pareil pour la Macédoine. Bon, la Macédoine, on parle peu. Mais oui, du peu qu'on avait discuté, pas mal, justement, on regrette cette Yougoslavie. Qui était pareil, encore une fois, cette époque de progressivité, même au Kosovo. Au Kosovo, j'avais même des Kosovars, ils disent, oui, nous, certains, ça nous plaisait. Alors bon, une fois, j'ai écouté un argument assez drôle, effectivement, à cette époque, il suffisait, le couple avait besoin que d'un seul salaire pour vivre tranquille. Bon. Effectivement, pour l'émancipation de la femme, c'est pas ce qu'il y a de mieux.
Mais et voilà, c'était des arguments qui se disaient. Donc même les Kosovars, une partie des Kosovars étaient très contents de leur vie en Yougoslavie. Ben après tout, ils avaient leur, comme je dis, ils avaient leur université, ils avaient des investissements. Ce qu'ils voulaient, c'était un peu plus peut-être de reconnaissance, peut-être un statut fédéral. Mais pour une partie, notamment les modérés, ils pouvaient très bien vivre justement en Yougoslavie. Et j'en pense encore aujourd'hui, justement pour la question du Kosovo, parce que les Serbes veulent le retour du Kosovo dans leur pays, mais est-ce qu'ils arriveront à le gérer ? Puisque ça voudrait dire qu'ils ont presque un tiers au plus d'une population qui leur serait hostile, avec des tensions, comparé justement à une Yougoslavie qui, elle, qui est bien plus grande et qui est bien plus capable justement de gérer ce Kosovo. J'ai comme l'impression qu'on est quand même dans des endroits où les États-nations n'existent pas vraiment. On avait peut-être une Yougoslavie encore, est-ce qu'elle tenait bien là-dessus ? On a tellement de conflits, on a tellement des frontières qui se dessinent et se redessinent, et des frontières qui sont finalement qu'administratives, puisque même dans certaines écoles, les groupes sont séparés en fonction des religions, des approches, des ethnies. C'est quand même quelque chose d'assez particulier qu'on peut voir. C'est un peu l'ironie de la chose, c'est qu'effectivement, il y a trop de nationalisme et pas assez d'État-nation. Encore une fois, je pense que c'est un problème qui est aussi vu aussi de notre point de vue français, puisque la France, qui est un des pays effectivement pères de la notion d'État-nation, on a vraiment notre conception de l'État-nation, qui est surtout cette conception justement politique, qui est justement d'unir tout le monde autour d'un même projet, pour constituer un même peuple de citoyens. Sauf que cette conception, même si elle s'est exportée, elle n'a pas pris la même forme partout. Dans les pays germaniques et dans les pays slaves, c'est plus justement la notion ethnique qui prévaut. Donc chez eux, c'est pas tant l'État-nation que la nation-État. C'est-à-dire que c'est le peuple ou c'est l'ethnie qui doit avoir son État, son contrôle. Donc ils veulent en fait constituer des États-nations, mais chacun pour sa pomme. Chacun pour sa truc différence. Ils veulent pas d'une organisation d'une organisation clanique, ils veulent des États-nations, mais chacun pour leur propre pomme. Sauf que on n'y arrive pas, et surtout pour des gens qui ont peu de différence. Au final, comme je dis, dans la Yougoslavie, tous les Serbes étaient réunis dans leur même pays, tous les Croates étaient réunis dans le même pays. Oui. La nation yougoslave était celle qui, au final, réunissait tout le monde, qui fonctionnait le mieux, et qui, encore une fois, qui mettait de côté cette question religieuse à part, ce qui, pour moi, est le principal, un des facteurs de division. C'est très loin d'être le seul. Et même si on mettait la religion à part, les tensions ne disparaîtraient pas du jour au lendemain. Faut aussi se le dire. Mais quand même, encore une fois, on est sur des différences qui sont principalement basées sur des religions, qui, lorsque mitotées, permettent justement cette cohésion. C'est encore pas une question, mais il y a environ 40 ans, je lisais beaucoup Dr Joseph Murphy, c'était un Américain issu de l'Irlande, et il avait 4 doctorats, 2 de droit, et puis un de philosophie, et un de religion. Et lui, il parlait de cette région, il disait que les gens ils s'entendaient bien, que c'était merveilleux. Et moi, ça m'a fait mal après quand j'ai vu, enfin ça faisait mal à tout le monde, je pense, de voir que les gens s'entretuaient, ne pouvaient plus se supporter. C'est vrai que c'était triste quand on avait eu un autre écho. C'est d'autant plus triste qu'encore une fois, c'était c'est ça, et c'était des personnes qui s'entendaient bien. Et que tout ça, en fait, a eu lieu très vite, en un rien de temps, et ça a été surtout aussi poussé en grande partie par des
justement par des politiciens qui avaient plus leur intérêt personnel, ou des fois un fanatique pour pousser les gens, d'une part. D'autre part, des puissances étrangères qui s'intéressaient pas tant à la survie de la Yougoslavie plutôt qu'à justement les intérêts économiques qu'ils pouvaient avoir, puisqu'effectivement, l'objectif beaucoup parlent que justement les États-Unis prévoyaient de démanteler la Yougoslavie. Je sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais je pense que ce qu'ils prévoyaient, c'était que ce soit un État failli qui puisse prendre le contrôle des différents fleurons technologiques sur place. Donc voilà, donc les puissances étrangères qui n'étaient pas forcément attachées à garder ce pays en place, même l'Allemagne non plus, n'était pas forcément fan pour garder la Yougoslavie. C'était triste parce que pendant cette période, personne ne voulait la garder. Et là, on s'en rend compte que maintenant qu'elle a disparu, oui, pour certains, ça manque. Et malgré tout, toutes ces périodes de guerre, ça a marqué des générations, mais je dirais que malgré les différences, les nouvelles générations sont moins touchées ou sont moins antagonisées. Les Serbes et les Croates et les Macédoniens, tout le monde se voit, se discute, sont ensemble, peuvent sortir ensemble. C'est pas non. Je pense qu'il faut aussi pas voir non plus faut pas trop voir non plus le verre à moitié vide. Les gens aujourd'hui justement se parlent, se discutent malgré ces différentes tensions qui existent, et des choses peuvent être faites. Et sans oublier que contre certains peuples, il n'y a aucun problème. Les Macédoniens, encore une fois, avec les Serbes ou autres, ils n'ont pas plus de tension que ça. Les Slovènes, pareil, et les Croates, ils s'entendent très bien. Presque tout le monde s'entend bien avec les Slovènes. Mais oui. Il y a c'était aussi, donc on peut très bien aussi imaginer que cette période où tout le monde était content puisse revenir. Ce qui me semble quand même assez fort, c'est ces ethnies qui sont finalement des clans à mes yeux, puisqu'ils veulent tous avoir leur propre État, leur propre approche, leur propre chose, et finalement à vouloir à ce point se partager le gâteau, c'est les mafias qui en profitent, d'après ce que j'ai bien compris. Et donc, est-ce qu'à un moment donné, justement, l'absence de l'État avec un grand E, un petit peu partout avec les institutions, les organisations, ne favorise pas l'émergence des mafias? Également si, on l'a vu. Ou parfois, parfois c'est justement les dirigeants politiques eux-mêmes qui favorisent de leur plein gré ces dirigeants, comme on l'a vu avec Djukanovic au Monténégro. Parfois, justement, c'est l'absence d'État, comme en Bosnie-Herzégovine. Parfois, c'est une gestion calamiteuse, justement, que ce soit de l'ONU ou de l'OTAN. Comme on le dit, l'Utcheka, ce sont des gens qui ont le cœur sur la main, mais au sens littéral du terme. C'est-à-dire qu'il y a des trafics d'organes qui sont opérés, justement, au Kosovo. Donc, c'est dire. Donc, oui, c'est pas rien. Sur des terres qu'on est censé... Encore une fois, le Kosovo, c'est censé être sous administration de l'ONU. C'est censé être... C'est au Kosovo qu'il y a une des plus grosses bases américaines en Europe. Et c'est malgré tout dans un de ces territoires qu'on voit ce genre d'atrocité, quoi. Donc oui, à partir d'un moment, il faut... Après, l'aide extérieure ne peut pas tout, c'est aussi justement aux populations locales, je dis aussi peut-être aux diasporas, parce que malgré tout aussi, c'est ça, de par cette situation, tout le monde s'en va, que ce soit les Serbes, les Monténégrins, par exemple. Les Monténégrins, ils vont aussi majoritairement en Serbie, du fait qu'aujourd'hui, il y a plus de Monténégrins en Serbie, et notamment à Belgrade, qu'au Monténégro même. Et d'ailleurs, c'est... Et Djukanovic a bien compris cet enjeu, puisque les expatriés monténégrins n'ont pas le droit de voter. Donc c'est pour vous dire, grand démocrate, Djukanovic. Un grand démocrate soutenu par l'Occident. Et alors pour la Croatie, après, pour les pays un peu plus développés, justement pour la Slovénie et la Croatie, il y a moins de problèmes. C'est aussi, je pense, aussi une question pour ce qui est de la question de la corruption, c'est aussi une question justement de développement du pays. Encore une fois, même si la Croatie a vécu ces grosses tensions religieuses, elle n'a pas de
peut-être un peu moins de gros problèmes, moins, on va dire, en tout cas que la Bosnie ou que le reste des Balkans. Là, c'est surtout un peu l'influence du monde, d'une part le monde italien, autrichien et l'autre ottoman. Il y a aussi un peu cette différence, un peu, parce qu'on retrouve aussi un peu aussi ces problèmes un peu en Grèce, où il y a eu tout souvent pas mal de corruption, aussi une forte présence justement de l'Église orthodoxe, et qui pareil, de les biens, parce que pour ce qui est par exemple de la crise grecque, ça a été aussi lié à une grande partie aussi d'argent corrompu, notamment les JO de 2004 qui ont été des gros coups, l'entrée dans l'euro qui a été falsifiée, des comptes qui ont été commis, et le problème aussi, c'est ça aussi où quand je dis que l'UE peut pas forcément aider à ça, c'est que pour ce qui est le cas de la Grèce, c'est que on a, plutôt que de structurer un État, en fait on l'a vidé pour rembourser sa dette, on a juste vidé ce qui lui restait. Donc oui, c'est surtout un problème. C'est pas ce problème de corruption et de mafia, c'est effectivement lié à l'absence d'État. C'est aussi, je dirais, des fois un peu malheureusement des héritages culturels, mais c'est pas quelque chose d'indéniable, de quelque chose je recherche mon latin. Quelque chose d'infranchissable, d'insurmontable, voilà. Encore une fois, même si on observait des différences entre la Yougoslavie de l'Est et de l'Ouest, la Yougoslavie communiste était quand même assez propre sur ce point. Parce que on voit aussi cette logique de pas de solution, qui est assez inquiétante, qui était dans le discours. L'Union européenne peut pas. Elle a déjà fait, elle l'a pas fait finalement. Et la guerre, elle n'a pas intervenu. Donc encore moins sur propager la liberté de conscience, déjà qu'elle-même, la liberté de conscience, il y aurait peut-être du mal. L'ONU peut pas non plus. L'OTAN, encore moins. C'est inquiétant quand même qu'il n'y ait aucune organisation comme ça internationale qui peut apporter des aides de stabilité peut-être, ou d'apporter de l'État là où il n'existe pas. Alors, j'ai bien compris que c'est l'hypothèse proposée ici, c'est le diaspora qui pourrait peut-être apporter un petit peu quelque chose, mais est-ce qu'on peut vraiment compter aucunement sur ces organisations ? Après, comme je dis, elles peuvent pas, mais c'est pas leur faute d'essayer. Je vais pas non plus leur jeter la pierre de dire qu'elles ne font rien. Elles font des choses, elles essayent. Même l'Union européenne ou autres, même pendant la guerre de Yougoslavie, ont essayé de faire des choses. Mais c'est juste qu'elles ne sont pas parvenues à leurs attentes, à ce qu'elles espéraient faire. C'est surtout ça aussi. Ils peuvent faire des choses, mais il faut les faire efficacement. C'est par exemple au Kosovo, c'est pas permettre aux gens à des anciens membres de l'UÇK d'être à la tête de cette région autonome. On a eu un accord de l'ONU qui était justement que le Kosovo, on peut en discuter de l'indépendance ou non du Kosovo, mais voilà, cette résolution qui dit que le Kosovo restait en Serbie, dans ce cas-là, il faut respecter la décision. Il faut aussi surtout, alors aussi ils protègent. Une fois, je suis allé dans un autre monastère orthodoxe qui était entouré de gardes de l'OTAN. Donc bien sûr qu'ils essayent, mais parfois, des fois, on pense qu'il manque la petite côté poigne, qui manque un peu cette insistance. Mais je pense aussi, mais au-delà même justement des institutions. Il y a plusieurs associations, il y a plein d'ONG, Médecins sans frontières, Reporters sans frontières. Que ce soit au Kosovo, beaucoup en Europe de l'Ouest se sont investis justement dans ces régions. C'est aussi justement à elles justement de nouer ces contacts. Bien sûr, il faut tous les moyens sont bons. Et je dis pas ça de manière cynique, mais oui, que ce soit la mobilisation des individus pour reconnecter. Pareil, quand j'étais justement au Kosovo,
C'était dans le cadre justement d'une association qui s'appelait par exemple Gaïa, qui visait justement à travers justement différents projets, comme ça peut être par exemple des champs de permaculture, ça peut être par exemple comme aider justement le monastère orthodoxe à organiser sa slava, justement de communiquer ensemble. Par exemple là, ce que j'ai fait, mon volontariat, c'était au sein du service civil international. Le service civil international, qui n'est pas tout à fait la même chose que le service civique, parce que là, il s'agit d'une association. Elle avait été créée après la Première Guerre mondiale, justement pour être une alternative au service militaire et notamment pour faire coopérer des personnes de différents pays sur des mêmes activités. C'est ça aussi ce qui structure. Quand vous construisez des routes, quand vous construisez des champs, quand vous éduquez des enfants, il y a des liens qui se créent et une unité qui se forme. Et c'est aussi ça, justement, à faire, d'une part au Kosovo, ce que fait très bien d'ailleurs aussi Gaïa, ce qu'on fait en service, ce que fait l'association locale, le VCV, Volontarski Centar Vojvodine. Et d'ailleurs, si elle m'écoute un jour, dis bonjour, merci surtout celle, parce que c'est surtout des femmes qui étaient dans cette organisation, qui m'ont accueilli. Et comme j'ai une mémoire de poisson rouge, malheureusement, j'ai oublié une partie des prénoms et j'ai pas envie de dire un prénom et d'oublier l'autre. Donc désolé les filles si j'ai oublié vos prénoms. Mais pareil, qui ont fait du très bon boulot, par exemple en donnant des repas au SDF. Pareil, tout ce genre d'activités, pareil, culturelles, qui peuvent se faire en Bosnie. Des karaokés, que ça peut être pareil, comme en Kosovo, des champs de permaculture, que ça peut être de faire des écoles, encore une fois, qu'on retrouve serbes, croates et bosniaques. Ça peut être aussi de l'économie. C'est pour ça que je fais appel des fois à la diaspora, puisque comme c'est elle qui a pu, pour certains, faire fortune, ou pour certains, je pense que parmi certains, il y a des chefs d'entreprise. Éventuellement, s'ils ont encore des liens justement avec là où ils viennent, ou même pas forcément d'où ils viennent, que ce soit un Serbe d'origine de Serbie, il peut aussi très bien aussi investir justement en Bosnie, et même pas forcément dans la Republika Srpska. Ça peut être aussi justement dans la Croatie, implanter des entreprises. Pareil, de discuter avec d'autres chefs d'entreprise, par exemple croates, pour vraiment constituer quelque chose ensemble. Encore une fois, je ne suis pas fan des différents communautarismes, mais on le voit que les diasporas peuvent avoir un certain pouvoir, peuvent avoir une certaine influence. J'ai pas envie de dire différents cités ou quoi que ce soit, mais oui, il y a cette capacité de se mettre ensemble pour réussir des projets communs, pour investir sur un territoire. En fait, par rapport à ce que tu as dit, je reformule. Tu as dit il faudrait qu'on influence, si j'ai bien compris, qu'on influence un mode de vie ou plutôt qu'on influence ces pays pour les amener à des solutions qu'on leur propose. Si je reformule, c'est une question d'ingérence finalement. Est-ce qu'il faut être ingérant dans le pays, mais on risque de modifier la culture ou imposer des choses qui ne sont pas de nous, voilà, ou faut-il les laisser tranquilles et ne pas faire d'ingérence? Est-ce que c'est ça la question? Ah oui, c'est presque ça, ouais. Oui, très bonne question. Effectivement, on l'a vu que l'ingérence, ce que ça a pu causer, justement en Serbie et au Kosovo. Et donc c'est vrai. C'est pour ça que je parle surtout de la diaspora qui est liée. Donc effectivement, quoique la diaspora peut aussi faire parfois peut faire aussi faire de l'ingérence. Des fois, les acteurs de l'ingérence sont des personnes d'anciens pays. Donc faut pas non plus trop idéaliser non plus les diasporas. Mais oui, non, mais c'est surtout à ces pays de se prendre en main. Il faut pas non plus être dans cette vision de c'est à nous de faire les choses et machin. C'est pour ça que je disais aussi que on peut pas, l'ONU ou les machins peut pas trop faire grand chose parce que pareil, ils sont pas sur place, ils sont pas locaux. Mais c'est tout le problème, c'est que les locaux n'ont pas les moyens.
où on peu de moyens, et ceux qui ont les moyens ne sont pas locaux. Il faut trouver justement cet équilibre entre, d'où des fois je parle de la diaspora qui ont à la fois justement pour certains les moyens et d'autres la connaissance locale pour agir. Mais oui, tout l'intérêt justement de ce paradoxe, justement, c'est comment aider sans ingérer. Le paradoxe aussi de aider sans ingérer, bon, il a aussi ses limites. Je pense à un autre exemple, les droits de l'homme. Les droits de l'homme, tout le monde dit, effectivement, c'est les pays occidentaux qui les ont créés. Mais il y a cette dimension universaliste qui existe dans les droits de l'homme, et l'idée, c'est qu'ils puissent s'appliquer sur toute la surface du globe, quel que soit le pays, quelles que soient les personnes, et tout ça, parce que ce sont des droits inaliénables qui sont super importants pour préserver les vies humaines et leur donner tous ces droits. Donc, et je crois que c'est ça aussi une dimension de la laïcité, la liberté de conscience. C'est une valeur universaliste. La liberté de conscience, c'est la seule liberté qu'on peut considérer comme absolue, puisque, à part si on nous lave le cerveau, on a quand même la liberté de penser comme on le souhaite. Et peut-être que garantir ces libertés, c'est ça aussi l'intérêt. Alors, bien sûr qu'il ne faut pas effacer, gommer et vouloir singer pour se dire les autres doivent faire comme nous. Voilà. Bien évidemment, cela étant, faire accepter les droits de l'homme, faire accepter des garanties de liberté, elle me semble intéressant. Ce qui est intéressant aussi dans ce service international civil qui existe, c'est de se dire, c'est monter des projets comme ça et se dire que ce n'est pas uniquement que des superpuissances, des États ou des organisations internationales ou même des ONG qui peuvent porter les choses. C'est aussi les individus qui peuvent porter des choses. Est-ce qu'on pourrait avoir un peu plus d'explications sur ce projet, notamment de permaculture ou autre, ce lien qui permet de l'expérience vécue? Est-ce qu'on pourrait avoir un peu plus de témoignages, d'affinement de tout ce que ça a permis? Alors, on va te répondre de la fin vers le début. Donc, oui, pour l'expérience justement en elle-même, par exemple, quand j'étais au Kosovo, il y avait des différentes justement nationalités. Il y avait les nationalités d'ex-Yougoslavie, puisqu'il y avait 3 Serbes, il y avait 2 Croates, et il y avait justement des Kosovars ou des Tchèques ou autres. Et c'est comme justement, comme pour les Erasmus, comme pour les autres, dès lors que vous faites quelque chose ensemble, dès lors que vous faites des trucs, des liens sociaux se créent, des affinités. Pareil, et aussi la satisfaction, parce que quand vous faites un projet commun, quand vous avez ce projet qui est réussi, on partage tous ensemble cette même satisfaction d'avoir réussi quelque chose, d'avoir produit quelque chose. Et de même, la population locale qui bénéficie elle-même, elle est contente justement de cette route ou de cette chose qui est construite. Donc voilà, c'est des choses qui permettent justement de faire progresser. C'est encore une fois, et c'est la même chose dans les métiers ou dans les autres. C'est tout simplement l'esprit de cohésion en fait, ces activités. C'est même si ces activités font pas forcément grand chose en termes de résultats, même si c'est pas ça qui va, même si c'est pas ce petit champ de permaculture qui va nourrir tout le village, c'est l'activité en elle-même. C'est l'activité, c'est le métier. Il y a plein de métiers, des fois dans certains pays, on pourrait très bien s'en passer, on pourrait très bien utiliser des machines, mais on utilise justement des personnes, justement pas parce qu'on a besoin, parce qu'on leur donne un métier, pour leur donner une fonction. C'est parce que le travail ou ces projets, c'est aussi cette forte dimension sociale. Et maintenant, pour en reculer justement, effectivement, c'est quelque chose qui peut se faire. Qui se peut se faire directement par les êtres humains, notamment quand C'est vrai que moi je suis très attaché justement à l'État-nation. Mais effectivement, l'État-nation, c'est quoi? Il est composé de quoi? Il est composé de citoyens, de personnes. L'État, c'est les citoyens, c'est aussi les personnes. Donc oui, c'est pas que attendre que les institutions, que les organismes s'investissent. C'est aussi ses membres qui doivent s'investir. C'est aussi ça. Alors c'est sûr que là, c'est s'investir dans un pays étranger. Donc effectivement, c'est
c'est plus compliqué, encore une fois, parce qu'on a parlé justement des questions d'ingérence, qu'effectivement, c'est pas le même pays, c'est pas les mêmes forcément pensées. C'est, encore une fois, on est dans une logique universaliste, on est dans une logique, justement, on est demandé d'aider. Et on est aussi, paradoxalement, justement, dans des États-nations, entre des États-nations, où chacun, justement, chaque État, justement, a sa forme de souveraineté, chacun a cette forme d'existence qu'on ne voudrait pas retirer à autrui. D'où le principal, d'où encore une fois ce paradoxe. Donc oui, il faut aller au-delà justement des fois de l'inactivité justement des grandes institutions, des institutions internationales, sans dire qu'on va notamment les retirer. On va pas. C'est pas parce que justement les institutions ne font rien, etc., qu'il faut se dire elles servent plus à rien et on fait que tout de nous-mêmes dans de l'associatif. Parce que ces États-nations aussi aident, parce que elle n'est pas des moindres, hein, puisque justement des fois ces travail associatif, il est également financé par des États. Donc c'est ça aussi, c'est le rôle de l'État, hein. De financer, c'est. Et encore une fois, quand je dis quand c'est le rôle de l'État, c'est le rôle des citoyens, puisque par l'État, on parle aussi des citoyens, de s'autofinancer ou de voir sur qu'est-ce qu'il faut financer, qu'est-ce qu'il faut investir, comment on s'investit, nous, en tant que citoyens. Ça revient presque au final à la même question. Le point fort de la Yougoslavie, si on veut sélectionner certains territoires, c'est peut-être la Slovénie, parce qu'elle fait partie des 27 membres qui ont intégré l'Europe. Je sais que la Slovénie ne représente pas forcément toute la population, mais c'est au moins quelque chose qui est factuel. Après, comme je l'ai dit, la Slovénie, c'est pas forcément l'endroit qui... Enfin, tous les endroits sont nécessaires pour plus de sécularisation et bien sûr à développer. Comme dit, il y a des choses qui peuvent être améliorées en Slovénie, mais effectivement, c'est pas forcément les plus... à plaindre, on va dire. Justement, je dirais, si on avait vraiment des pays sur qui donner, je pense, la priorité, et où l'investissement dans la liberté de conscience et aussi un peu de ramener un peu les questions religieuses juste chez elles, c'est la Bosnie. Où justement les Yougoslaves, justement de permettre aux personnes de se rendre compte qu'au-delà de leur religion, ils sont tous Yougoslaves. C'est surtout, je pense, sur cet endroit où il y a moyen de faire des choses, où dans certains cas de situation, comme je l'ai répété, les écoles ou autres, qui sont aujourd'hui en partie ségrégées, où des choses vraiment concrètes et simples peuvent être faites pour améliorer la situation. Oui, parce qu'il y a un mot qui me vient en tête, c'est le mot capillarité, finalement. C'est par des petites actions qu'on peut faire déjà individuelles. On peut montrer des exemples, des façons de faire, des méthodes. Il serait dommage que quelqu'un qui ait trouvé comment faire de la permaculture ne le partage pas, parce qu'effectivement, ça peut apporter des solutions, des apports, etc. Tout de même, même si la liberté de conscience et la laïcité, on a parlé de la loi du 9 décembre 1905 en France, elle a apporté bien sûr des choses et elle a structuré fortement l'État français, et qu'il y a encore beaucoup de choses à structurer dans le monde à ce niveau-là. Mais peut-être justement, par capillarité, chacun en apportant sa pierre à l'édifice, on arrive comme ça à structurer par des missions telles que celle-là. Peut-être que ce dialogue qui peut se créer, ne serait-ce que dans ces services civils internationaux, peut entraîner des embryons de réflexion, de se dire « Ah, ça se passe autrement ailleurs, il y a d'autres choses. Qu'est-ce qui est intéressant dans tel modèle ?» Il y a peut-être des modèles où on peut récupérer des choses, d'autres à exporter. Et puis inverse, parce qu'il y a peut-être des modèles, des choses locales dans ces pays de l'ex-Yougoslavie qui peuvent être potentiellement intéressants, qui peuvent être aussi exportés dans l'autre sens. C'est peut-être ça aussi l'hypothèse. Des choses qui peuvent être exportées de Yougoslavie, ça peut très bien se faire. À l'époque où c'était encore un État, alors là je vais plus parler sur le côté économique, mais à l'époque ils exportaient des 4L, parce qu'une partie des 4L était fait en Yougoslavie. C'était avant que ce soit les anciens pays communistes, la Yougoslavie était un peu aussi
J'ai encore perdu le latin, mais un peu un atelier pour l'Allemagne ou pour d'autres pays, parce qu'effectivement, ils avaient un peu leur efficacité. Et ils étaient exportateurs. Oui, voilà. Enfin, je pense plus importateur. Ça restait un pays des Balkans, donc qui importait, je pense, plus. Mais oui, ils arrivaient à exporter des choses. Hein. Ils ont même réussi une marque de voiture, la Yugo. Et s'il y avait aussi d'autres choses à exporter, alors on les trouve qu'au Globus, qu'au magasin Globus France, mais oui, les produits culturels. Hein. Enfin, quand je dis culturel, alimentaire, hein, le Cocta, qui est une version locale du Coca. Alors, c'est pas fait à base c'est pas fait à base de cola ou machin, mais c'est tout aussi bon. Pareil. Mais voilà, que ce soit des produits culturels, mais pareil, l'exportation culturelle, hein, comme je dis, en Yougoslavie, je voulais parler, il y a eu il y a eu une grosse liberté justement culturelle, peut-être même un peu comparée aux pays de l'Est, où c'était surtout un peu les cœurs de l'armée rouge. Je caricature bien évidemment, mais où vous aviez des groupes de hard rock, hein. Des mêmes à un moment qui ont certains, même si ça n'a jamais vraiment réussi, qui ont fait un peu de carrière à l'international. Par exemple, le groupe d'Ivli Yagodé, ils ont été un moment, une année à Londres. Ils ont même eu un moment été accompagnés par un des pianistes qui est aujourd'hui pianiste chez Deep Purple. Donc oui, et culturellement, ça a aussi quelque chose d'intéressant à voir. Il y a une très grande richesse culturelle vraiment dans les Balkans. Il me semble, hein, peut-être je suis pas sûre de moi, mais il me semble que ces pays-là sont quand même très portés sur la culture de la terre, donc des fermiers, il me semble. Donc parler d'industrialisation, de boissons pétillantes ou quoi que ce soit, qui modifie le mode de vie de ces fermiers, c'est un peu... Enfin, je suis pas sûre que ce soit une solution. C'est mon avis. Alors, pour parler de ça, justement, très intéressant de parler aussi comment fonctionne la situation en Yougoslavie. Alors oui, pendant longtemps, ça a été un pays très agréable. Il y a eu l'industrialisation à partir de la Yougoslavie certaines régions. Il y a des régions qui sont sûrement plus assez drôles, plus industrialisées et pourtant plus écologiques que d'autres. Par exemple, la Slovénie. Pareil, une région qui s'est qui s'est industrialisée aussi depuis très longtemps, puisque c'était à l'époque vraiment dans l'influence autrichienne, donc elle a eu une industrialisation dès le 19e siècle, mais elle arrive à très bien faire le mélange des deux, puisque c'est pareil là où était le Cocta, là où elle faisait des voitures Renault. D'ailleurs, elles font encore, je crois, des Twingo, mais voilà. Industriellement, c'était quelque chose d'assez fort. Écologiquement, pareil, hein, les domaines, les forêts de Slovénie sont très bien préservés. Alors, de l'agriculture, ça aussi, la Yougoslavie a su bien fonctionner sur ce point. Alors, pourtant que c'était un pays de montagne, mais ils ont plus ou moins bien réussi à gérer ça, mais pareil, il y a des pays qui étaient à la base beaucoup plus, contrairement à la Slovénie, plus agricole, un peu plus isolée, un peu comme la Bosnie. Effectivement, elle sur le plan industriel, était moins développée, mais pourtant, les investissements faits en Yougoslavie avaient su un peu développer ce pays. Après, bien évidemment, hein, il y a aussi ce paradoxe, surtout aujourd'hui où on a cette conscience écologique, évidemment, il ne faut pas non plus bousiller la nature, bousiller le territoire. Je pense notamment aussi à une des mauvaises conséquences du tourisme, que ce soit en Dalmatie ou au Monténégro, tous des trucs historiques, etc. C'est du bétonnage. Alors j'étais allé une fois, j'étais pas allé en Dalmatie, mais au Monténégro à Kotor. Alors la vieille ville et les bâtiments sont toujours là, mais à l'intérieur c'est que des petites boutiques de tout ce qu'il y a plus commercial, oui. Et Budva complètement investi ailleurs. Donc oui, quand je dis qu'effectivement il y a un intérêt, oui, industriel, mais bien évidemment il faut pas non plus partir dans les extrêmes du tout bétonnant ou de machin. Surtout qu'encore une fois on est dans des pays montagneux.
ce qui n'est pas simple. Donc c'est aussi... Et justement, ça peut être des laboratoires. La Yougoslavie, d'ailleurs, était un laboratoire d'organisation économique, puisque c'était le concept d'autogestion, qui a longtemps été débattu dans les années, par exemple dans les années 70, où en gros c'est la gestion de l'entreprise directement par les travailleurs. C'est ni vraiment par l'État, ni par une boîte privée, mais vraiment par les travailleurs eux-mêmes. En pratique, c'était surtout le parti, encore une fois, il fallait avoir sa carte au parti ou autre, avec plus ou moins de degrés de liberté. Dans le début, effectivement, c'était très contrôlé. Progressivement, notamment dans les années 70, ça s'est relâché, avec ses avantages et ses inconvénients. Donc l'avantage, effectivement, il y avait plus de liberté. L'inconvénient, c'est que tout ce qui était dans l'Est, ils découvraient comment ça fonctionne et donc du coup, ils se sont endettés. Mais oui, il y a vraiment des possibilités pour le coup de retour un peu à l'industrie, puisque je veux dire certaines industries ont été détruites à cause de la guerre. Donc cherchons à rebâtir, mais aussi à innover, à trouver le bon mélange ou le bon équilibre justement entre industrie et préservation de l'environnement. Moi j'avais une question sur la police des âges, savoir un petit peu, est-ce que la population des Balkans est très âgée, très jeune, comment ça se répartit un petit peu cette approche-là? Alors le taux de natalité, je pense qu'on va vers un vieillissement de la population, puisqu'encore une fois, comme des pays qui sortent des fois de guerre, en fait, et comme la situation est un peu un marasme, les gens sont pas motivés pour faire des enfants. Alors, si dans certaines régions, dans les régions un peu les plus reculées, un peu plus conservatrices, effectivement, là, il s'agit de faire beaucoup d'enfants. Je pense notamment au Kosovo ou autre. Là, oui, ils arrivent à faire beaucoup d'enfants quand c'est les questions de religion. Mais bon, est-ce que c'est forcément une bonne chose? J'en suis pas sûr. Mais c'est aussi ça. Quand la situation est peu intéressante, c'est-à-dire les gens ne font pas d'enfants. Donc du coup, effectivement, la population ne se renouvelle pas. Les jeunes, pareil, ils aimeraient justement ils aimeraient justement progresser. Donc beaucoup de jeunes partent vivre à l'étranger. Donc déjà, effectivement, il y a un taux de natalité qui n'est pas forcément très haut, mais en plus, le peu de jeunes qui restent en va. Donc oui, la situation est préoccupante sur ce point. Moi, j'ai juste envie de rajouter, ces pays, ils ont une culture de danse folklorique, de chant. Ils sont extraordinaires. Parce que moi, je les ai déjà vus aussi à la télé, mais je les ai vus de mes propres yeux. C'est des gens, ils pètent le feu. Mais oui, et c'est vrai que ça pourrait être un peu en sorte de regarder. Effectivement, on a beaucoup de choses effectivement dans tout ce qui est musique du monde ou culture du monde, effectivement, toujours ouvert justement en Afrique, à l'Amérique du Sud, à l'Asie, mais effectivement, les Balkans ont leur culture aussi du monde à présenter, et slave aussi. Que ce soit les Balkans ou les peuples slaves en général, ils ont gardé beaucoup justement de folklore culturel qu'on pourrait aussi regarder plus souvent. Eh bien, j'ai l'impression que toutes les questions sont épuisées. Non? Oui. Alors, déjà remercier Antoine pour son intervention d'aujourd'hui. Remercier tout le public qui est venu, qui a posé plein de questions très intéressantes. Merci à Eliane aussi d'avoir animé, de présenter. On a testé le fait d'avoir un animateur pour cette émission. Vous dire qu'on se donne rendez-vous bien sûr le mois prochain, le premier jeudi de chaque mois de 17h à 19h pour l'enregistrement de l'émission. Ça se passe à Évry-Courcouronnes, donc dans le quartier des Pyramides. N'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous souhaitez y participer. La prochaine émission, on va parler laïcité et transhumanisme, donc rien à voir avec le sujet actuel. On aura une médecin généraliste, Dija So, qui va venir nous en parler. Et bien pour ce moment, je vous souhaite une excellente continuation et merci à tous. Cette émission est à présent terminée. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts
Parlons laïcité sur notre site www.rers-evry.fr. Et pour rester informé de notre actualité et communiquer avec nous, rendez-vous sur notre page Facebook.